Bonjour, je m'appelle Frédéric Gruot. Je vais vous présenter un projet qui s'appelle Milieu de calcul générique en un quart d'heure, auquel participe aussi Ludnel Maignan, qui a fait cette thèse avec moi et Christine Allenbeiss, et qui est maintenant maître de conf à Créteil. Qu'est-ce qu'un milieu de calcul ? Eh bien, on peut considérer que c'est simplement un assemblage homogène d'éléments de calcul avec des connexions locales. Je considère d'abord un milieu plus simple qui s'appelle les automates cellulaires, qui est cristallin, les connexions sont bien régulières et synchrones. C'est plus simple à programmer dedans, mais au long terme, mon approche reste toujours valable pour des milieux de calcul plus monde réel, que sont les machines amorphes, qui sont formées d'un grand ensemble d'éléments de calcul répartis dans l'espace homogène, comme les réseaux de senseurs. Donc, ils sont plus facilement scalables que les automates cellulaires, puisque si vous voulez plus de puissance, il suffit directement d'ajouter des éléments dans l'espace et ça fonctionne tout seul. Donc, l'avantage de ces milieux de calcul, pourquoi on s'y intéresse, c'est parce qu'ils sont arbitrairement scalables. On peut rajouter des éléments de calcul autant qu'on veut, ça va toujours marcher. Pourquoi ? Et là, parce qu'on prend en compte la localité. On met comme hypothèse, lorsqu'on programme ces milieux, que le temps de calcul est proportionnel à la distance. Donc si deux éléments de calcul veulent s'envoyer des messages, ils doivent passer par tous ceux qui sont entre eux. Et donc le temps va être proportionnel à la distance. Par conséquent, le placement dans l'espace devient primordial, puisque si deux processeurs sont éloignés, on a du temps à communiquer. Alors, les gens ne s'intéressent pas trop à faire du calcul générique sur du calcul. En général, ce sont des applications qui sont collées à l'espace. Par exemple, les automates cellulaires sont utilisés de façon principale pour simuler des phénomènes physiques, parce que le problème match l'architecture. Vous avez une architecture spatiale, un problème spatial, c'est facile à faire. D'accord. Pourquoi est-ce que faire du calcul générique est difficile? Parce que programmer ces calculs est difficile. C'est difficile de se décoller de l'espace, si vous voulez, parce que les communications sont locales et bien souvent aussi le grain est fin, vous n'avez pas beaucoup de mémoire, pas beaucoup de puissance sur chaque nœud. C'est difficile de coordonner une activité, de prendre la distance par rapport à l'espace. Donc mon but, c'est de réussir à faire des calculs génériques pour récupérer la stabilité et ajouter la généricité, ajouter le fait de pouvoir programmer n'importe quoi là-dessus. Donc comment je propose, quelle méthode je propose pour rendre la programmation des calculs plus facile? Eh bien, je propose d'implémenter un système réparti qui prend en charge le placement au niveau hardware, en implémentant une machine virtuelle qui s'appelle réseau autodéveloppement. Vous en voyez un qui se développe là. Donc un réseau autodéveloppement, les nœuds sont des agents qui sont auto-placés, et les arêtes sont des canaux de communication entre les agents. Le développement consiste à créer des agents et des arêtes. Donc chaque agent a la possibilité de communiquer des valeurs à ses voisins, mais aussi de créer de nouveaux agents, un peu comme un fork d'un thread. Cependant, contrairement au thread, il faut prévoir à l'avance vers qui on va communiquer, puisqu'il y a une architecture qui est en permanence installée sur le milieu. D'accord. Celui-là, il pourra communiquer qu'avec ses voisins immédiats dans la suite des opérations. Quand il ne pourra pas communiquer avec celui qui est là directement. Donc, il faut prévoir à l'avance le réseau de communication qu'on a besoin. Alors, la programmation est plus facile parce qu'on n'a plus à se soucier du placement dans l'espace. Ce qu'on programme, c'est ce réseau-là, en fait. C'est l'automate d'état fini qui va commander les divisions. Donc, on n'a plus besoin de savoir où ça va se taper, puisque le système va prendre en charge le placement. Et la programmation est plus flexible, plus expressive.
expressif parce qu'on a la possibilité on a un objet qui est dynamique, de la même façon que quand on programme avec des procédures ou voire avec un tas, on peut allouer dynamiquement dans la mémoire des structures de données. Ben là, c'est pareil, on peut allouer dynamiquement des données. Donc, si vous programmez avec un circuit de taille fixe, il y a des gens qui font ça en VHDL, ben, ils sont très contraints du fait qu'ils ont un circuit de taille fixe. Alors pourquoi, une première idée de pourquoi le placement va bien marcher, parce qu'en fait, on ne place pas un réseau ex nihilo, on ne développe pas le réseau que l'on place. Le placement a lieu au fur et à mesure du développement. Donc ça évite de tomber dans les minimums locaux, d'accord? On simule ça s'appelle force directed placement. On simule des forces d'attraction entre deux nœuds connectés, de répulsion entre les nœuds. Et comme on le fait tout le temps au fur et à mesure du développement, eh ben, la nouvelle position du nœud est très facile à calculer à partir de l'ancienne. Vous voyez, immédiatement, le nœud se met au bon endroit. Donc, je voudrais maintenant vous donner une idée de comment est-ce qu'on programme avec des réseaux autodéveloppement. Là, vous avez un programme qui développe une grille 2D. Comment est-ce qu'on peut faire des programmes en général? La mémoire des agents, c'est ce qu'ils font au nœud, d'accord, est très petite. Donc, il ne peut pas stocker un tableau de taille arbitrairement grande. Quand on veut faire un algorithme, en général, on manipule des tableaux, des gros tableaux. Donc, on ne peut plus stocker de tableaux. Donc, dès l'instant où le problème met en jeu des tableaux, il va falloir développer autant d'agents qu'il y a de cases dans le tableau et prévoir à l'avance la façon dont ces agents seront connectés entre eux. Par exemple, si vous voulez faire du systolique, comme le produit matrice, il va falloir développer une grille de D, comme celle que je viens de montrer, et réaliser l'algorithme de Kung-Eliason. Ça va être une exécution en deux phases. Une première phase, on développe la grille, et une deuxième phase, les agents s'échangent des messages sur cette grille une fois qu'elle est développée. Et la grille développée, elle reste stable pendant un long moment. Maintenant, on n'est pas obligé de faire deux étapes bien distinctes, développement-calcul. On peut faire le développement en même temps que le calcul, et c'est le cas si on va vouloir faire des algorithmes divisés pour régler, comme le quicksort. Ça va conduire à un développement d'un réseau arborescent en deux étages. D'accord. Au début, il y a une branche et il y a autant de feuilles, ce sont des agents. Hein. Il y a un agent branche et autant d'agents feuilles qu'il y a de données. L'agent branche est un agent maître, les feuilles exécutent des ordres que le maître leur envoie. Et le maître, la branche, va se diviser en deux. D'accord. Et à chaque fois, le maître de droite va prendre les valeurs qui sont plus grandes que le pivot, le maître de gauche va prendre celles qui sont plus petites, et le maître de droite va mettre à jour un index qui est égal au nombre, à l'index de l'avant, plus le nombre de feuilles dans l'arbre des mois, qui est 2 feuilles. Et donc, au début, il y a une branche avec 4 nœuds, puis il y a 2 branches avec chacun 2 nœuds, et après il y a 4 branches avec chacun un nœud, et les branches ont calculé l'index qui est en fait le rang, le numéro d'ordre des éléments, donc c'est trié. Alors je prends cet exemple pour illustrer comment après on va pouvoir exécuter ce développement sur un milieu de calcul. Donc notre arbre à 2 niveaux, on va le représenter par des membranes encapsulées. Ça c'est la membrane de la racine qui enveloppe tout, et il va y avoir une sous-membrane par mètre. Donc au début il y a un seul mètre, une seule branche. Et chaque membrane va être contrôlée par un agent maître qui est en grade. Les agents ont un support qui est ponctuel, donc on représente par exemple des particules qui sont étiquetées par les données dont ils ont besoin. Donc les agents esclaves feuilles, ils portent juste la donnée à trier, et l'agent maître, il porte l'index. Et vous voyez que, en fait, diviser un agent maître, un agent branche, ça revient, enfin, créer un agent maître, ça revient à diviser la membrane dont il s'occupe, d'accord? Donc, les agents, vous voyez que durant l'exécution, en fait, les particules ont constamment besoin de bouger. Hein,
le 8 qui se trouve ici, il doit descendre en bas, hein, et le 0 doit monter en haut. Donc, puisque les agents bougent tout le temps sur le support, on a intérêt qu'ils soient petits, ce qui va être plus facile à bouger. S'ils pèsent 2 mégas, ça va être dur à bouger. Pour ça, on suppose que les agents sont toujours programmés par des automates d'état fini. Quand je dis état fini, c'est quelques bits d'état, quelques octets. Donc ça les rend mobiles. Donc que fait l'agent maître? Il récupère un pivot, il envoie un signal, il récupère le plus proche, par exemple. Enfin, où il fait, là, dans mon algorithme, il fait la somme, il fait la moyenne. Donc il calcule un pivot qui est pile au milieu, d'accord. Il envoie le pivot aux esclaves qui se comparent au pivot et ils se polarisent plus ou moins sur la comparaison. Après, il envoie un ordre de division, ça divise, et l'agent qui contient les particules de données plus grandes va mettre à jour son index. Et le temps que va cet algorithme va être optimal puisque dans le système, le temps est proportionnel au diamètre des membranes. Celui-ci est divisé par racine de 2 à chaque fois. D'accord. Résultat, le temps va être la somme d'une suite géométrique, c'est-à-dire ça prend du temps, mais après ça va plus vite, ça va plus vite, etc. Donc quand on fait la somme, c'est une somme de suites géométriques, et donc ça fait une constante multipliée par le diamètre original. Donc le temps sera de l'ordre du diamètre original. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui reste à... Tout ça c'est bien beau, mais il faut réussir à faire le développement sur un calcul. Donc, quelle fonctionnalité doit offrir le système réparti pour permettre l'exécution d'un tel développement? Eh bien, il doit faire deux choses. D'abord, il doit réaliser les appels système des agents. Donc, il y a les appels système classiques, de communication classique, par diffusion au sein d'une membrane, c'est-à-dire qu'une particule peut diffuser les messages à toutes ces copines qui sont dans la même membrane. La particule maître peut envoyer le pivot à tous les esclaves. Et il y a des nouvelles primitives qui sont un peu comme des forks, mais des forks spécifiques de création de nouveaux agents. Donc dans le cas des esclaves particules, pour créer une particule, il suffit de dupliquer la particule. Le support est ponctuel. Mais pour l'agent maître, il doit aussi gérer la division de la membrane. Il faut aussi gérer la division de la membrane et bouger, regrouper les particules plus et les particules moins de chaque côté de la nouvelle cloison. Et on a vu la division comme ça, mais on doit aussi pouvoir se diviser de façon encapsulante, c'est-à-dire que le nouveau maître créé va être strictement inclus dans l'ancien, ce qui va permettre de générer des arbres de profondeur plus grande. Ça, c'est seulement une partie de ce que doit faire le système réparti. L'autre, ça, c'est les parties qu'il fait sur commande, les appels système. L'autre chose qu'il assure, c'est le maintien d'invariants, et ça, il le fait tout le temps. Donc, il y a deux sortes d'invariants, les invariants topologiques et l'homogénéisation. Les invariants topologiques, ça sert à maintenir des structures de données. Pas seulement, ça sert aussi à d'autres choses qu'on va le voir. Bon, mais par exemple, si vous considérez le cas de la liste chaînée qu'on va montrer un exemple à la fin de cet exposé, vous avez des particules qui sont chaînées les unes avec les autres et qui bougent en même temps. Elles doivent rester voisines, sinon la liste chaînée ne sera plus une liste chaînée. D'accord? On va conserver l'encapsulation dans le cas des arbres, parce qu'une membrane qui est dans une autre doit y rester. Et puis, plus généralement, on doit conserver, le système doit conserver la connexité de la membrane, pas qu'elle se casse. Et on va voir le cas du diagramme de Voronoi, on va voir que simplement en conservant la connexité d'un support, on peut facilement réussir à implémenter un diagramme de Voronoi. Donc conservation de propriétés topologiques et homogénéisation des particules et des membranes. Hein, vous voyez que ici, le système homogénéise la répartition des agents au fur et à mesure qu'ils se divisent. Qu'est-ce qui se passerait si il ne le faisait pas? Eh bien, ça deviendrait encombré dans un coin et au bout d'un moment, il n'y aurait plus de place pour que la division puisse se faire. L'homogénéisation